Bonjour, bienvenue pour ce troisième Let's Talk du coup de Reboot Conseil. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Git et plus particulièrement des patterns et des bonnes pratiques pour une utilisation optimale. Merci. Ok, bienvenue. Donc, comme disait Corentin, bienvenue à ce Let's Talk. Donc, l'idée, c'est de faire une overview de Git, donc partager un peu ma manière de voir Git, ma manière de l'utiliser un petit peu aussi. Et donc, l'objectif prioritaire, ça va être aujourd'hui d'avoir une idée, d'imaginer ce qui se passe dans Git pour mieux le pratiquer. Ok. Donc, au sommaire, moult sujets. Ne vous inquiétez pas, on va pouvoir les parcourir. On va pouvoir les parcourir les uns après les autres. Donc ça va commencer un peu par l'origine, un tout petit peu d'histoire. On va parler de structure d'objets pour un peu conceptualiser ce qu'on est en train de manipuler. On va parler d'un concept qui va être très important, qui va nous suivre un petit peu tout au long de tout ce qu'on va faire, qui s'appelle l'incrément. Il faut qu'on imagine qu'on manipule des incréments. Vu qu'on imagine des choses, il faut qu'on arrive aussi à imaginer une vision graphique donc de ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, on aura comment faire face à des situations qui peuvent être stressantes, qui peuvent être hasardeuses parfois, à savoir soit la dissociation de branches, on verra ce que c'est, soit comment on peut finalement annuler un incrément parce qu'on ne souhaite pas le conserver. Et ensuite, on verra quelques exemples de workflow, principalement, les deux principaux, donc les deux prioritaires, et on pourra passer aux questions. Et pour les personnes qui sont avec nous sur le chat, n'hésitez pas à vous poser vos questions, on les relèvera à la fin et on pourra échanger tous ensemble. Donc un peu d'historique. Donc Git, donc l'histoire de Git est née d'un besoin. Donc c'est l'équipe qui développait le kernel Linux, donc notamment le fameux en couleur Linus Torvalds. Et donc l'équipe qui développe et qui maintient le kernel a utilisé un outil qui s'appelle BitKeeper. Donc BitKeeper, pourquoi l'équipe s'est résolue à utiliser BitKeeper? Parce que c'était l'outil de référence qui permettait une assez bonne performance avec des codebases qui sont énormes et très touffus. Et parce qu'il permettait de travailler de manière distribuée. En fait, il permettait de travailler de manière distribuée, un peu comme le Git moderne qu'on utilise et qu'on prend un peu pour acquis, à savoir de pouvoir échanger des branches, de pouvoir et collaborer sans devoir tous être tributaires d'un repository centralisé. Et donc, BitKeeper, effectivement, il permettait de faire ça parce qu'il faut se souvenir, ou alors il faut savoir que à une époque, les échanges ou la collaboration de code se faisaient en générant des diffs et en se partageant les diffs par mail, par exemple. Et cette personne récupère le diff et l'applique pour pouvoir visualiser les modifications faites par l'autre personne. Donc BitKeeper était vraiment un bon outil à ce moment-là. Mais du coup, pourquoi on n'a pas continué à l'utiliser? Parce que c'était un outil propriétaire. Donc le propriétaire de l'outil avait fourni une licence gratuite pour l'équipe de maintien. Il y avait des clauses d'interdiction de reverse engineering. En fait, c'était un peu un lien tacite. Et du coup, il y a eu des dissensions parce qu'il y a eu des accusations de reverse engineering, ainsi de suite. Et du coup, qui a fait que l'équipe a décidé de ne plus utiliser cet outil-là, qui se sont donné un peu de temps pour réfléchir aux alternatives. D'ailleurs, dans les annexes, il y a un échange de mails, donc dans la mailing list de l'équipe qui maintient, il y a un superbe échange de mails avec des échanges croustillants sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on fait, quel est l'outil, et du coup ils se sont donné un peu de temps pour réfléchir, et la solution ça a été qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas d'outil, il n'y a pas d'alternative qui tienne la route. On a des besoins très spécifiques, comme on dit, de performance distribuée, d'intégrité, de données et tout ça. Finalement, ils ont décidé de développer leur outil. Et donc, ces développements commencent le 3 avril 2005. Et en fait, cette mini timeline qui relève un peu les tout premiers jours du développement de Git sont assez impressionnantes parce que le développement commence le 3 avril. Au 7 avril, Git était déjà hébergé sur Git. Donc c'est un peu le concept qu'on appelle de pet fooding, c'est manger la nourriture qu'on donnerait à son animal de compagnie. Donc c'est Git qui se nourrissait de Git, et au 18 avril, il y avait déjà des merges multiples. Donc il faut imaginer que
que le rythme de développement a été certain. Et donc là, ok, on a Git commence à prendre forme, mais du coup c'est quoi Git? Comment on peut identifier les éléments qui sont... Comment on peut conceptualiser ce qui se passe dans Git? Il faut comprendre de quoi Git est constitué. Donc Git permet de... Il faut l'imaginer un peu comme un système de fichiers, parce qu'en réalité c'est un peu un système de fichiers autosuffisant. Ce n'est pas étonnant parce que c'est l'émanation de l'équipe qui maintient le kernel Linux, et ce sont des virtuoses du système de fichiers, c'est un peu l'alpha et l'oméga. Donc, il se base sur des fichiers, donc les fichiers sont des blobs. Donc les blobs sont, on va dire, les objets qui sont historisés, ce sont les objets de contenu. C'est les objets qui contiennent notre code finalement, ou alors notre source. Et ensuite, ces objets-là sont regroupés sous forme d'arbres. Donc ça va être, il faut l'imaginer un peu comme l'arborescence de nos répertoires. Donc un arbre peut avoir plusieurs fichiers ou plusieurs arbres, ainsi de suite. Un arbre peut référencer plusieurs fichiers ou des arbres, et ça recrée un peu notre arborescence. Le commit, c'est un objet à part entière, et donc ce commit, un peu pour les développeurs, ce n'est rien d'autre qu'un pointeur vers un arbre. Donc un commit serait un pointeur vers l'arbre qui est à la racine de tout notre répertoire. Et donc un pointeur, c'est juste une référence, donc c'est une adresse. Il dit cet arbre-là se trouve ici, et donc on peut le retrouver. Et en fait, ces commits-là sont reliés, ça ressemble un peu à un arbre de Merkel, à savoir que chaque élément connaît son prédécesseur. Et donc on va regarder un petit peu ce que ça permet aussi de faire, c'est que ça permet de faire de l'intégrité en créant, notamment, on parlait de système de fichiers, on parlait d'intégrité, en hachant le contenu et en référençant le hash à chaque fois dans son parent, et c'est un peu ce système qui permet de garantir un peu l'intégrité à travers un arbre. Ensuite, il y a des objets qui s'appellent des tags. Donc les tags, ça permet de créer des labels, par exemple sur des commits. Et donc il y a les pack files, et les pack files, c'est un objet un peu technique qui permet de créer comme des groupes ou des archives ou des zips, et qui permet de faciliter leur transfert sur le réseau. Des fois, on peut en clone un repo. On a un repo qui a des centaines de milliers de commits, avec plusieurs années de vécu, avec des centaines ou des milliers de fichiers, et on arrive quand même à le récupérer assez rapidement avec toutes les intrications du système. Et parce qu'il y a des systèmes comme ça d'optimisation, d'un peu des hacks qui permettent de faciliter le transfert. Et donc c'est un peu ça la structure. On a des blobs qui sont structurés sous forme de tri, qui sont référencés par des commits qui eux-mêmes se référencent les uns les autres, et on crée notre historique comme ça. Et donc là, effectivement, une fois qu'on a dit ça, comment je fais en sorte que mon code que je suis en train d'écrire, ou mon texte, ou ma documentation, puisse vivre et puisse évoluer dans un repository Git, donc au sein de Git. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que les fichiers, quand ils sont en local chez moi, pour qu'ils soient ingérés par Git, ils ont un petit cycle de vie. On va l'appeler comme ça. Donc le cycle de vie, c'est... qu'est-ce que je fais? Je suis devant mon code. Je veux rajouter mon code à Git. La première chose que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que la situation locale que j'ai est à jour. Donc je vais fetch. Je vais d'abord récupérer ce qui est distant, donc pour m'assurer que je suis à jour. Ensuite, je vais comparer entre ce que j'ai moi et ce que j'ai récupéré, pour m'assurer que les modifications que j'apporte sont bien celles que je veux apporter. Un peu ce qui se passe souvent, c'est que une fois qu'on a fait notre pull request, on se retrouve qu'on a pushé des fichiers qu'il ne fallait pas, ou rajouté des trucs, ou une documentation qu'on avait commencé à écrire, ainsi de suite. Donc ce diff-là permet de s'assurer que ce qu'on est en train de pousser, correspond à ce qu'on a envie de pousser. Donc ensuite, il y a les deux étapes stage et commit qui sont structurantes. Stage, c'est je dis à Git, ce fichier-là est éligible à faire partie du commit. Et commit, ça dit à Git, le fichier que j'ai stage, donc que j'ai élu quelque part, fait partie du commit. Et donc à ce moment-là, le commit est créé. Le commit est créé, ça veut dire quoi? Avec un nouveau fichier par exemple. Ça veut dire que le fichier est mis dans un blob et qu'il est rattaché à un tree qui se trouve au bon endroit. Donc Git, ce qu'il fait par la suite, c'est qu'il recalcule des hashes, et ensuite on a le hash de notre commit qui nous permet d'identifier le contenu de tout notre commit. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que on imagine Git sous forme incrémentale. Donc Git
souvent on voit que les diffs se suivent et à chaque fois on a beaucoup d'outils graphiques qui nous permettent de voir des diffs à chaque fois, des différences de changements. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que Git, chaque commit référence l'entièreté de notre arbre. Donc quelque part, dans chaque commit, on retrouve l'entièreté de notre fichier source et non pas juste le diff, contrairement à ce qu'on pourrait croire en regardant les outils graphiques. Et en fait, comment il fait? C'est que vu que tout est haché, donc il calcule des clés pour chacun des fichiers, ben, il n'est pas obligé de dupliquer des fichiers qui n'auraient pas changé. Donc si des fichiers n'ont pas changé, il continue à référencer le fichier d'avant. Et donc, malgré cette vision un peu snapshot à chaque commit de l'entièreté de la code base, ils arrivent à optimiser et les outils graphiques nous permettent de voir les différences. Donc ceci dit, même si c'est du snapshot, pour pouvoir utiliser Git convenablement, moi ce que je préconise, c'est qu'on imagine quand même notre travail de façon incrémentale. Il faut quand même qu'on imagine qu'on est en train de rajouter des modifications par-dessus un existant. Et quand on rajoute de façon incrémentale, si je dis je rajoute, ça veut dire que je dis je rajoute à une référence. Et ce point de référence-là est très important dans l'utilisation de Git et ça évite beaucoup de problèmes classiques qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est en train de rajouter des modifications dans des branches ou des modifications entre branches, il faut se dire quel est le parent commun entre ces branches-là. On le verra un peu dans un graphique, dans une slide prochaine. Mais en tout cas, il faut garder à l'esprit, je pars de quel référentiel et je change quoi. Et le change quoi, c'est quel fichier je change par exemple, à partir de quel référentiel. Et c'est pour ça qu'il y a limiter les changements simultanés. En fait, limiter les changements simultanés, notamment quand on est en train de travailler sur une branche qui va changer une grosse feature, par exemple une fonctionnalité qui permet par exemple de faire des exports, ben, je ne vais pas faire une fonctionnalité qui rajoute 3 nouveaux types d'exports tout en ayant un travail de fond pour, par exemple, te refactor toute la gestion d'export et en la mutualisant. Donc je vais essayer d'abord de finir ma feature et ensuite faire. Et c'est un peu ça. Pourquoi? Parce que finalement, ce que je ferai à ce moment-là, c'est que je pars de la même branche, mais je modifie les mêmes fichiers. Et ça se gère dans le cadre d'un projet, ça se gère en collaborant, ça change en échangeant, en prenant du recul par rapport à ce qu'on fait. Et ensuite, il y a un petit... le dernier point, c'est que effectivement, là on parle un peu des règles de base. Une des règles de base, c'est que je modifie uniquement la branche sur laquelle je suis, que je check out. Donc si je me mets sur une branche et que je fais des opérations, c'est la branche que je modifie, sauf si je dis explicitement que je modifie une autre branche. Mais toutes les commandes de base, tout ce qu'on fait de base, si on fait git pull, c'est la branche sur laquelle je suis que je pull. Si je fais git merge, c'est la branche sur laquelle je suis, dans laquelle je merge. Si je fais des git rebase, ainsi de suite, c'est à chaque fois la branche sur laquelle je suis que je modifie. Et je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, il y a un petit tool qui s'appelle Learn Git Branching, qui est un tool graphique. Et donc ça ressemble à ceci. On peut jouer avec les branches, créer des branches, merge des branches dans les autres, push, pull, ainsi de suite. Et ça permet de, quelque part, visualiser ce qui se passe. Et c'est très intéressant parce que il y a quand même cet aspect graphique de Git. Il faut garder à l'esprit. Il y a cet aspect incrémental, il y a cet aspect évolutif, il y a cet aspect où est la branche de référence, ainsi de suite. Par exemple, ici, on est sur le C1, donc le commit 1, c'est la référence de nos deux branches. Et donc, si par exemple ma branche main a évolué, donc avec les commits 3, 4, bah, ma branche remote aussi a évolué de son côté, C2, C5, C6. Et en fait, ça veut dire qu'il y a une dissociation de branches. Ça veut dire que ma branche de référence, qui est main, qui représente la prod, contient des modifications que je n'ai pas sur ma branche sur laquelle je suis en train de travailler. Et donc ça, c'est un peu une situation de blocage. Souvent, quand on push un peu naïvement, on a des erreurs, et du coup, on a des erreurs un peu obscures. Je ne peux pas fast forward, Git me dit je ne sais pas comment faire, pull, push, ainsi de suite. Ben, en fait, si on arrive à imaginer que dans ma branche de référence, il y a des changements que je n'ai pas encore, ben, la réponse naturelle, c'est de se dire ben, j'ai besoin de rapatrier les changements de ma branche de référence dans ma branche. Et c'est un peu toujours ce système-là. Je rajoute des choses, je récupère ce qui est nouveau, je l'incorpore et ensuite je peux partager. Et pour faire ce rapatriement de modifications distantes, bah, j'ai deux manières de le faire. Soit le rebase, à savoir si j'ai des modifications qui sont... En général, on le fait quand on a des modifications qui ne sont pas très conséquentes, bah, je vais faire en sorte que
ma branche à moi se mette par-dessus la branche main, et ça assure un peu une continuité, on va dire, graphique, si on veut dire. Sinon, j'ai la solution qui est la plus simple, qui marche très bien, c'est de toujours merge. Je veux rapatrier des modifs dans une branche d'un collègue, je merge. Je veux rapatrier des modifications dans la branche de référence, je merge dans ma branche. Et merger, c'est toujours une bonne solution. Ensuite, donc là, je sais gérer une dissension de branche. Je merge dans ma branche, ou alors je récupère des commits, il y a d'autres manières de faire, il y a des cherry pick, ainsi de suite. Mais maintenant, si, imaginons, j'ai fait un merge, mais que je veux l'enlever. Je veux enlever du code. Donc c'est un peu la même logique d'incrémental. Je peux dire, ok, est-ce que je fais un changement incrémental? Ça veut dire, est-ce que je rajoute du code qui annule le code que j'ai créé que je veux enlever? Et dans ce cas-là, je peux créer un nouveau commit. Il y a une commande qui s'appelle revert. Je peux créer un revert de mon commit. Et dans ce cas-là, ça va aller écrire l'inverse de ce qui a été fait pour l'annuler. La particularité du revert, c'est que dans l'historique Git, mon fichier aura changé. Ça veut dire que si on est dans une logique où, par exemple, on a deux branches qui manipulent les mêmes fichiers et qu'en réalité, je vais annuler un incrément pour éviter des problématiques de conflit parce que je l'ai rechangé dans les deux, le revert n'est pas une bonne solution. Parce que dans l'historique Git, le fichier a quand même changé. Donc ça crée quand même des problèmes d'historique. Ce que je ferai à ce moment-là, je ferai autre chose. Donc je ferai par exemple un reset. Et là, le reset, c'est une réécriture de l'historique. Donc un reset, ce n'est pas juste je change le code pour que le code d'avant s'annule, c'est que je vais dire à ma branche, tu ne pointes plus vers ce commit-là, mais plutôt tu pointes vers ce commit-là. Et je force. C'est pour ça que vu que c'est une opération où je réécris l'historique, c'est une des opérations pour lesquelles Git va me demander explicitement de forcer le push. Un peu comme une confirmation que c'est bien ce que je veux faire. Que ce n'est pas une modification juste incrémentale. Là où les modifications incrémentales, quand on push, Git en général ne nous embête pas parce qu'il dit ok, c'est l'utilisation, on va dire classique, c'est le workflow classique. Et donc dans le reset, il me demande de force push. Après, on pourrait tenter de créer un petit script qui, à chaque fois qu'on fait push, va rajouter un tiret force parce que c'est plus simple et ça avance. C'est un peu comme en Linux si, à chaque fois que je faisais quelque chose, je faisais sudo la commande. Et donc ce n'est pas bien pour exactement les mêmes raisons, parce que c'est un garde-fou qui permet d'éviter des situations cocasses, et le mieux c'est d'en profiter et de force quand il faut force. Et ensuite il y a le rebase interactif qui est aussi une réécriture de l'historique, et c'est un peu la partie cool du rebase, c'est par exemple parce que le revert ou le reset ça marche très bien quand les modifications que je veux annuler sont les dernières modifications. Quand c'est la dernière chose que j'ai push. Mais si par exemple, ce que je veux modifier se trouve au milieu d'autres codes, j'ai le rebase interactif, je lui dis que je veux faire un rebase interactif sur les 10 derniers commits, et dans l'interface du rebase interactif, je peux enlever par exemple le 6e commit, je peux lui dire de le dégager, je peux le supprimer. Et donc Git, ce qu'il fait, il va recalculer les hashes de tout ce beau monde, et il me crée un nouveau commit avec le bon hash qui respecte la nouvelle intégrité. Et pareil, si je fais ce travail-là sur une branche existante déjà dans le remote, quand je push, vu que c'est une réécriture de l'historique et donc il y a des hashes qui se recalculent, donc ce ne sont pas les mêmes commits, il va me demander de force push. Et donc là, un peu pour finir, pour la dernière partie, on parlait de workflow. Donc tant que je suis tout seul sur mon projet et que je suis en train de développer, ça marche très bien. J'écris mon code, je commit, je push, je réécris mon code, je commit, je push, ainsi de suite. Si j'ai par exemple quelqu'un qui collabore avec moi de temps en temps, la personne va push une branche, pourrait la récupérer, l'incorporer, la push. Et donc quand on a des workflows, soit sur des projets qui avancent tout doucement, soit des projets avec peu d'intervenants, on va dire, là, il n'y a pas forcément besoin de mettre en place un workflow. Mais par contre, dès qu'on a plusieurs personnes qui collaborent, et qu'on a plusieurs modifications qui avancent vite, et qu'on a potentiellement une production, peut-être une gestion de version, ainsi de suite, là on se retrouve obligé de devoir structurer la manière dont on gère cet historique-là. C'est un peu comme quand on se retrouve à devoir utiliser un système de ticketing, parce que sinon on ne se retrouve pas sur qui fait quoi. Pareil, dans le code source, on a besoin de mettre en place un système une convention.
un peu une convention qui va régir la manière dont on va pousser le code. Et donc, ok, je sous-entends effectivement qu'il y a plusieurs workflows, mais du coup, avant de parler de ces workflows-là, j'aimerais qu'on parle d'abord de comment choisir son workflow. Comment choisir son workflow? Ici, on retrouve quasiment systématiquement les questions que j'aime me poser quand je me demande, mais quelle architecture mettre en place sur un projet? Ou les questions que je me pose, mais quelle technologie utiliser sur un projet? C'est quasiment systématiquement les mêmes questions. C'est quel est mon besoin business? Est-ce que j'ai un besoin business qui a besoin de stabilité, avec des fonctionnalités qui sont conséquentes mais qui ne bougent jamais? Est-ce que j'ai besoin au contraire est-ce que je suis dans le cadre par exemple d'une création de marque ou une création de produits et que j'ai besoin d'itérer très rapidement, de s'adapter avec un très court time to market? Quelle est la maturité et quelles sont les compétences de mon équipe? Est-ce que j'ai une équipe très mature sur le développement, sur les outils, sur les process, qui a besoin d'aller vite, ou est-ce que j'ai une équipe qui est moins mature, qui a besoin d'accompagnement, d'encadrement vis-à-vis du contexte et des enjeux? Quel est l'outillage que j'ai à ma disposition? Est-ce que j'ai des outils de gestion visuelle de Git? Est-ce que j'ai des outils de centralisation de Git? Parce qu'effectivement, Git a beau être distribué, la plupart, je pense, des gens qui l'utilisent actuellement l'utilisent de manière centralisée, soit dans un GitHub, soit dans un Azure DevOps, soit dans un GitLab, ainsi de suite. Et quel est tout simplement mon niveau de maîtrise de mon contexte? Que ce soit le contexte de l'équipe, le contexte business, le contexte infrastructure, ainsi de suite. Mais en fait, toutes ces questions-là vont rentrer en jeu. Parce que si j'ai une équipe, par exemple, qui n'est pas super mature, ou alors même si j'ai une équipe mature, mais qui a besoin d'encadrement ou de cadre, ou alors si j'ai un besoin business qui me drive avec des features qui prennent leur temps, mais qui n'a pas besoin forcément d'aller très vite en production avec un time to market qui est très court, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ce qu'on appelle Gitflow, utiliser ce qu'on appelle Gitflow. Donc ça, c'est une version qui est très simplifiée de Gitflow. Et donc, ce que je fais, c'est que mes modifications, je vais d'abord les faire sur une branche de référence qui sert au développement. Donc, c'est ma branche de développement, je mets mes modifs dedans. Et ensuite, une fois que j'ai fini mes modifs, seulement à ce moment-là, je vais quelque part élire mes modifications pour les emmener sur la branche main, qui sera la branche de production. Et cette branche-là, elle permet de gérer aussi, par exemple, les hotfix, parce qu'il faut pouvoir les faire rapidement. Mais si j'ai plutôt une équipe qui est très mature, avec des gens qui ont l'habitude, qui maîtrisent les outils, et en plus un run conséquent, il y a l'autre workflow de référence qui s'appelle le trunk-based. Et donc c'est, en général, on a une seule branche qui est la branche de référence. On a tout le monde qui travaille en même temps, tout le monde merge dans la même branche. Ça va en général avec d'autres pratiques, de l'intégration continue, des tests automatisés, on accélère certes le rythme de développement, le time to market, mais on est serein parce qu'on a une bonne base de tests. Et dans ce cas-là, on merge sur le tronc et on livre en taguant à chaque fois. Et en faisant des tests, ainsi de suite, de manière itérative. Voilà un peu globalement, donc on a abordé un peu d'historique. Quels sont les objets de Git? Ensuite, imaginez toujours de manière incrémentale et toujours garder en tête la référence. Quand on collabore à plusieurs, on met en place un workflow. Voilà. Et on n'a pas de problème pour utiliser Git. Donc je vous laisse un peu la slide pour les ressources. Et la première ligne, c'est le fameux échange de mails, donc la mailing list de l'équipe et du kernel. Je vous incite vraiment à aller regarder un petit peu, ça vaut son pesant de petits hash Git et de commit. Et voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Et du coup, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Quand est-ce qu'on va faire un fetch et quand est-ce qu'on va faire un pull? Oui, le fetch c'est juste une mise à jour, on va dire, de l'historique local, de tout l'historique local, mais le fetch ne va pas modifier la branche sur laquelle on check out. Le pull va mettre à jour le local et va en plus
essayer de faire avancer la branche locale par rapport à sa branche distante. Par exemple, si je suis en retard de 3 commits par rapport à la branche origine / ma branche, je fais un fetch, je vais juste en local voir que l'origine a avancé de 3 commits. Si je fais un pull, je verrai que l'origine a avancé de 3 commits et en plus, ma branche à moi Git en tout cas essaiera de la faire avancer. Et c'est là où effectivement, souvent on fait du pull et on a une erreur Git parce qu'il y a une dissension d'historique, effectivement, dissension de branche. Et c'est là où soit je reset, soit je merge, soit je rebase. Yes. Merci. On a une question dans le chat. Avec du coup quelqu'un qui demande les pull requests dépendent-elles du workflow choisi? Donc est-ce que les pull requests dépendent des workflows choisis? Moi j'ai une petite anecdote, pourquoi les pull requests s'appellent pull requests? Parce que au début de Git, quand c'était utilisé effectivement principalement de manière décentralisée, en fait chacun développait sur sa branche et en SSH en général, les gens pouvaient pull les branches des uns des autres. Donc tu demandais au maintainer principal du repository, tu lui dis j'ai fini de développer la feature sur laquelle on s'est mis d'accord, est-ce que tu peux pull ma branche pour la tester? Et donc c'est pour ça que ça s'appelle des pull requests. Effectivement, dans certains outils ça s'appelle des merge requests. Et donc en fait les pull requests ou les merge requests ne sont pas forcément liés au workflow Git choisi, mais sont plutôt liés au workflow, on va dire, standard de qualité de code choisi. Les merge requests, elles permettent principalement de faire un feedback sur le code écrit. C'est certes un feedback qui vient très tard dans le process, donc c'est une loupe de feedback, on va dire, qui est assez rallongée, mais les pull requests permettent surtout de collaborer autour de code et on peut le mettre en place, peu importe le workflow, effectivement. Même si on n'a en réalité pas de workflow et qu'on travaille seul sur son projet, mais qu'on a quelqu'un d'autre qui a la mobilité de venir regarder nos PR, on peut mettre en place des pull requests. Du coup, on a une deuxième question de MattDev qui demande comment squasher ses commits. Comment squasher ses commits? C'est quoi squasher des commits? Squasher des commits, c'est effectivement, par exemple, je suis en train de développer une feature qui est avec plein d'embûches. Donc, et à chaque fois que j'arrive à faire marcher quelque chose, je me dis pour me sécuriser, je vais commit. Et ensuite, je continue, je commit. Et une fois que j'ai fini ma feature, parfois, je peux estimer que j'étais peut-être allé un peu fort sur les commits et que garder tout ce beau monde dans l'historique n'est peut-être pas l'idéal. Et donc, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on peut squash. Et donc, squash, ça veut dire regrouper le contenu ou alors les incréments de plusieurs commits dans un même commit. Et ça, moi, par exemple, je le fais en faisant un rebase interactive. Par exemple, je veux squash 6 commits. Je veux demander à Git de me faire un rebase interactive sur les 6 commits. Et via l'interface de rebase interactive, je peux choisir mon premier commit et squash les X commits que je veux dedans. Et le résultat de cela, ça va être un nouveau commit, avec un nouveau hash certes, parce que à chaque fois les hashes sont recalculés. Et ça va me créer un nouveau commit qui englobe tout ce que je veux. Et pareil, vu que c'est une réécriture de l'historique, quand je vais essayer de push ça, si ma branche était déjà pushée, de nouveau, il faudra force push. Voilà. Ok. Je sais pas si on a... J'ai une question. Oui. Selon toi, qu'est-ce qu'un bon outil visuel de Git doit avoir pour bien visualiser justement comment fonctionne Git? Est-ce que tu as un outil en particulier que tu recommanderais ou qui représente bien ce qui se passe dans Git? Oui. Qu'est-ce que serait un bon outil et quels outils un bon outil, en réalité, les outils qui existent se valent en général. Ils se valent parce que le point le plus important dont on a besoin en utilisant un outil Git, c'est retrouver des commits ou voir le diff entre des commits et souvent voir est-ce que ma branche est en retard ou est-ce qu'il y a une dissension de branche par rapport à la branche de référence ou par rapport à la version distante de ma branche. Après, pour les outils de prédilection, moi j'ai un outil que j'adore qui s'appelle Gitfork. Malheureusement, il n'existe pas sur Linux, il existe sur Windows et sur Mac. Et c'est un outil qui a une version gratuite et qui a une licence que personnellement j'ai pris parce que j'adore l'outil et j'utilise très régulièrement. Et j'avoue que je pense que c'est le meilleur outil qui existe actuellement, ce qui permet de
une bonne hygiène, par exemple, si j'ose dire, de nommage, de commit et de PR et de merge, en réalité, on peut s'y retrouver, on peut trouver des historiques, on peut trouver les commits, on peut chercher des commits par hash, on peut chercher des commits par message, par nom, par tout ce qu'on veut faire. Pour les rebase interactifs, c'est très bien. Pour des resets, c'est très bien. Il a un système de stash qui automatiquement, à chaque fois qu'on essaie de check-out, il va stash puis reapply. Après, effectivement, tout ça, ça peut très bien se faire par des petits scripts ou des petites macros qui le font aussi très bien. Il y a aussi des petites intégrations sympas pour créer des pull requests ou des merge requests automatiquement. Bon, il y a pas mal de petites features qui sont sympas, il y a les workspaces. Bon, moi j'adore Gitfork, je sais pas si ça se voit, mais voilà. Ok. Autre question. Est-ce qu'on peut... T'avais des liens en fin de slide, où est-ce qu'on peut les retrouver? Est-ce que c'est possible de les avoir par exemple sur le chat ou quelque chose comme ça? Oui. Absolument. Donc, je pense qu'on va les mettre dans la description de la vidéo YouTube. Et sinon, je vais les partager sur le Twitter de Reboot Conseil et sur mon LinkedIn. Je mettrai le lien vers les slides. Voilà. Et sinon, pour les gens qui sont sur la vidéo, je les laisse un peu pour faire une capture, mais... Attends. Il est pas sur bonne scène. Ah. Yes. Tac. On a une troisième question de The Man King, qui demande que penses-tu de Git Kraken? Ah bah j'avais utilisé Git Kraken fut une époque. C'est un peu ce que je disais au début, les outils effectivement se valent. Je ne sais pas si Git Kraken a une licence gratuite. Je ne sais plus. Je ne pense pas. Je vois un hochement de tête. Non. Donc Git Kraken n'a malheureusement pas de licence gratuite. Voilà. C'est vrai que là où d'autres outils ont des licences. Je sais qu'il y a SourceTree aussi de Atlassian. Fut une époque où je l'ai utilisé. J'ai arrêté de l'utiliser il y a quelques temps. Il me semble que Git Kraken a besoin d'une licence. C'est pour ça que je ne l'utilisais pas à l'époque quand c'était la référence. Parce que je me rappelle, il y a 5-6 ans, je pense que c'était un peu la référence des outils graphiques de Git. Mais voilà. Ok. Bon. On a encore une question. Encore une dernière. Quelqu'un nous demande quelles sont les meilleures pratiques pour gérer les conflits et les mises à jour concurrentes du code. Oui. Donc en fait, c'est... J'imagine il y a deux questions. Il y a la concurrence et il y a les gestions des conflits. En fait, pour la concurrence, pour moi, principalement, ça se règle par de l'organisation. Ça se règle par de l'organisation du projet et ça nécessite un peu de maturité, ça s'organise de l'entente en réalité. Parce que ça veut principalement, pour éviter les conflits, il faut éviter de modifier des mêmes fichiers. C'est un peu ça en résumé. Mais par contre, si le business a besoin de 2 features, qu'il en a besoin maintenant, qui nécessitent des changements sur les mêmes fichiers et des changements qui risquent d'entraîner des conflits, dans ce cas-là, il n'y a pas le choix, on y va et on aura des conflits. Si par contre on peut proposer au business de prioriser un peu différemment et qu'il est d'accord en présentant les avantages et les inconvénients, là on peut régler ce genre de problématique. Donc on peut les mitiger. Parfois malheureusement, on n'a pas forcément de priorité ou d'urgence, mais on se retrouve quand même à travailler sur des fichiers similaires juste parce que on n'a pas pris de recul par rapport à ce qu'on est en train de faire et qu'on n'a pas identifié ces problématiques qu'on a. Donc ça c'est pour comment réduire le risque de conflit. C'est principalement de l'orga et aussi un peu d'hygiène. Par exemple, si je fais des hotfix sur la branche de référence, il faut systématiquement que je les redescende pour éviter justement, et ça permet de garder un historique propre. Comment gérer les conflits? C'est beaucoup à l'usage. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent l'éditeur VS Code pour gérer les conflits. Ils adorent ça, ils trouvent que c'est le meilleur truc. Il y a des gens qui utilisent l'éditeur de Visual Studio. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent Fork pour tout, sauf pour la gestion des conflits, où ils vont utiliser un tout autre outil. Moi, j'utilise Gitfork pour la gestion des conflits. Fut une époque, j'utilisais le fichier lui-même, parce que je préférais voir les cartouches, regarder exactement, surtout sur des codebases que je ne connais pas. Et la meilleure résolution de conflit, c'est une conflit qui se fait avec les personnes impliquées dans le conflit. Mais en tout cas, effectivement, il faut mettre en place toutes les personnes qui ont travaillé sur le code concerné
les mettre autour de la table et discuter pour résoudre les conflits, surtout sur des conflits qui sont peut-être un peu soit compliqués à gérer, soit qui incluent du métier, des règles métiers complexes. Voilà. Bon bah écoutez, si on a fait le tour, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur le prochain Let's Talk de Reboot Conseil, Let's Talk 4. Merci.